Alors là, je dirais, c'est un petit peu une démarche, enfin, c'est une démarche très très différente par rapport à ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, parce que là, il ne s'agit pas du tout d'un concours d'idées, il s'agit plutôt d'une aventure ou de l'aboutissement d'un projet de développement qui ne se veut pas du tout être un exemple à suivre, mais c'est plutôt un témoignage. J'ai été surpris mais flatté que Kader me demande de le présenter aujourd'hui, mais je pense qu'il y a quand même des points communs avec la thématique, mais en tout cas, voilà, c'est le témoignage d'une petite histoire que vous trouverez jolie ou pas, on va voir. On est au Maroc, à 60 km de Marrakech, dans les montagnes de l'Atlas, à 1600 mètres d'altitude, dans une petite vallée qui donne dans une plus grande vallée, qui est un peu plus connue, qui s'appelle la vallée de l'Orica, pour ceux qui connaissent un peu le coin. On est juste en dessous du plateau du Yagour, et alors je ne sais pas si on voit la souris à l'écran, si. Et on a ici un village à flanc de coteau qui s'appelle Aguerd, un autre petit ici qui s'appelle Tagounit, un autre qui est ici un peu plus grand, il y a même 2 villages ici, tout ça dans la même vallée, et tous ces villages sont habités par la même tribu, la tribu des Acheg. Lors d'une balade touristique, j'ai découvert ce village d'Aguerd et je suis tombé assez amoureux du site, et qui est très beau, en haut des montagnes, avec ses jardins en terrasse, et surtout ça a été une rencontre avec des habitants qui, au fur et à mesure de mes allées et venues, m'ont fait part d'un besoin qu'ils avaient d'école maternelle. Pourquoi une école maternelle, vous me direz? Eh bien, c'est parce que au Maroc, l'enseignement préscolaire n'est pas pris en charge par l'État. Il n'y a pas de maternelle, donc, sauf des maternelles privées. Mais ici, en plus, dans ce village, les enfants parlent berbère. On est un peu dans ce qu'on appelle, dans ce que Lyoté appelait le Maroc inutile, c'est-à-dire un peu le Maroc qui ne sert à rien, en tout cas en termes de ressources à extraire. Et donc il est un peu laissé de côté, qui a toujours été laissé de côté, aussi bien pour les équipements, pour les routes, pour l'électricité qui a été apportée dans ce village simplement il y a 7 ou 8 ans, et donc évidemment pour l'enseignement. Il existe une école primaire, mais quand les enfants arrivent à l'école primaire, où le professeur vient de Casablanca ou de Marrakech, ils comprennent absolument rien de ce que leur dit le professeur, parce que c'est une langue étrangère, le berbère étant extrêmement différent de l'arabe. Qui plus est l'arabe classique, puisque dans l'école primaire, on ne parle qu'arabe classique, et non pas le darija, qui est le dialecte marocain. Donc voilà, il y a 3 langues en fait qu'il faut apprendre quand on habite au Maroc. Et en plus, les mamans travaillent beaucoup dans ces villages-là. Elles font le travail des champs, elles font le travail de la maison, elles s'occupent des enfants. Et donc, les petits leur donnent beaucoup de travail. Et les mettre à la maternelle pendant une journée, ça leur donne un peu plus de temps pour s'adonner à leurs activités et éventuellement générer de nouveaux revenus. Donc, j'étais tout seul avec mon épouse, on s'est regardé, puis on s'est dit, bon, allons-y, lançons-nous dans cette aventure, de façon assez bénévole, hein, donc vous pardonnerez la qualité des reproductions. Et on a créé une association qui s'appelle Intervalle, qui regroupe aujourd'hui à peu près 10 membres, et qui a signé une convention avec l'association du village, qui gère toutes les questions qui touchent à la vie en collectivité. Ce sont eux donc, qui gèrent la route, ce sont eux qui gèrent les problèmes d'irrigation, de ramassage des ordures, qui ne le font pas d'ailleurs, ou de l'éducation en l'occurrence. Trois lieux avaient été proposés pour construire cette école maternelle. Le premier, c'était dans le sous-sol de la mosquée. Le deuxième, un terrain vierge, mais sur la part de terrain qui était dédiée à l'école primaire, donc du ministère de l'Éducation. Et le troisième, c'était cette
ruine, on peut dire, qui était un ancien sanctuaire, le tombeau d'un homme important qui était sans doute à l'origine de la création du village, Sidi Larzg, de son petit nom, qui est enterré là, dans la petite partie qui est au bout, là, ici. C'est un tombeau. Et tous les bâtiments autour étaient destinés à accueillir les gens qui venaient en pèlerinage pour rendre hommage à Sidi Larzg. Le pèlerinage est un petit peu tombé en désuétude. Il y a en gros à peu près 50 personnes par an qui viennent encore dans ce lieu et qui ne justifient pas la totalité des bâtiments qui étaient construits. Ces bâtiments appartiennent au village et donc c'était un lieu tout indiqué pour créer une école du village, indépendante des instances soit d'État, soit religieuses, et qui existent dans le village. Donc c'est un local villageois géré par l'association qui a été choisi pour réaliser cette maternelle. Ce bâtiment est en plus à côté de l'école primaire qui existe, qu'on voit à peine derrière, et qui est aussi derrière le photographe sur la photo. Alors, on s'est réparti les tâches, sachant que nous ne voulions pas tout faire, et il n'était pas question d'ailleurs qu'on puisse le faire, puisque j'habite Paris, il était hors de question qu'on amène la totalité du budget, qu'on fasse venir des équipes de l'extérieur, etc. Ça devait être un projet commun, c'était comme ça que c'était vu, c'était comme ça que c'était voulu. Et donc on a proposé, on s'est mis d'accord sur le fait que le village fournissait la main-d'œuvre et que notre association pouvait apporter, on se posait la question tout à l'heure de qu'est-ce qu'on peut apporter sur un projet comme ça, on pouvait apporter l'élaboration du projet architectural, quand même, ce qui n'est pas rien. Le financement des matériaux et compétences externes, comme l'électricité, la plomberie ou des choses qui ne sont pas endogènes, justement. Le recrutement et la formation des professeurs, le suivi pédagogique et la mise en place d'un modèle économique pérenne, parce qu'évidemment, il ne suffit pas de construire une école maternelle, il faut aussi qu'elle continue à fonctionner une fois qu'on est parti. Alors là, le budget n'est pas très visible, mais en gros, on voit que la maçonnerie coûte 4 498 €, la menuiserie 3 135 €, la plomberie 568 €, donc tout ça pour un total d'environ 9 000 €. Avec 9 000 € au Maroc, on arrive à construire une école maternelle de 3 classes. Ça pourrait arriver au ministère de l'Éducation nationale. Alors pour 3 classes d'environ 30 mètres carrés, donc ça fait 90 mètres carrés, plus des sanitaires, plus un petit patio, plus la rénovation du sanctuaire. Non, on arrive à peu près 130 mètres carrés. Pour réaliser le projet, on a mobilisé les étudiants des étudiants locaux de l'école d'architecture de Marrakech qui sont venus faire le relevé et qui nous ont aidés donc à coucher sur le papier la configuration des lieux. Donc voici le plan à l'état actuel. Donc on voit ici l'ancien sanctuaire, enfin, qui est toujours le sanctuaire, un patio ici qui distribue des lieux, des différentes pièces qui sont assez ouvertes sur l'extérieur. L'accès se faisant par ici. Les porteurs que vous voyez au milieu sont dus au fait qu'au Maroc, en tout cas dans ce coin-là, il y a très peu de bois et donc très peu de porteurs. Donc la vraie problématique, c'est le franchissement de la portée et donc des porteurs parfois assez encombrants. Le projet, c'est d'inspirer de l'esprit du lieu et à essayer de conserver au maximum les murs existants, toujours dans un souci d'économie de projet, parce que quand on s'aperçoit qu'il faut tailler les pierres, extraire les pierres, tailler les pierres, les mettre en place, tout ça c'est du travail, et comme c'était la contrepartie du village, il fallait faire en sorte que ce soit le moins lourd possible. Donc la conservation au maximum des murs existants, et puis avec une intervention assez légère, une entrée donc, qui se situe plutôt du côté du sanctuaire, de façon à séparer un peu les flux. Les gens qui veulent aller au sanctuaire peuvent y aller. Ici, on est encore dans une partie couverte. On arrive ici dans un petit patio qui distribue une classe, 2 classes, 3 classes. Et les sanitaires étant ici. Ici,
un four collectif que nous avions proposé, mais on verra qu'il n'a pas été retenu pour des questions de gestion du collective. C'est un peu trop compliqué à gérer, mais il était destiné à chauffer l'ensemble des classes. Il s'avère que finalement, vu la constitution des murs, pierre et terre, le chauffage est assez inutile. Voilà un petit peu les façades du projet. Et quelques détails, alors qu'on a mis au point avec donc un mur en pierre qui peut donner place à de larges ouvertures qui sont destinées à éclairer glace, évidemment, mais aussi à faire par les apports solaires, parce qu'il fait froid en montagne, mais il y a du soleil, parce qu'on est au Maroc. Donc, avec les apports solaires qui passent à travers le verre, on arrive à produire de la chaleur qui s'emmagasine dans le dallage qui est au sol et qui restitue pendant toute la journée, et même toute la nuit, sachant que les murs sont bien isolés par des contre-murs en adobe, qui sont ici. Et là, le projet d'Hypocaust, mais qui a été abandonné. Voilà, l'Hypocaust en question. Donc, il y avait un four. On récupérait l'air chaud du conduit de fumée qu'on insufflait avec un petit ventilateur entre les deux planchers et qui permettait, avec un système de labyrinthe, de chauffer par le sol grâce à l'air chaud produit. Bon, système abandonné parce que finalement inutile. Alors, les plans, c'est bien, mais c'est vrai que par rapport à une population qui est analphabète, il faut bien le dire, parce qu'en général, on arrête l'école au primaire, on ne va pas tellement plus loin, les plans ne parlent pas beaucoup. La création la réalisation du projet par une petite maquette a beaucoup aidé à la compréhension du projet et aussi au chantier. Et donc, j'ai utilisé un petit élève de 3e qui faisait son stage découverte à l'agence et je lui ai demandé de faire cette petite maquette, donc qui est plutôt pas mal pour un élève de 3e, mais qui en tout cas était tout à fait suffisante pour expliquer le projet sur place. Donc on voit la maquette ici d'ailleurs, sur place, elle est allée jusque-là. Et donc là on explique le projet aux habitants, on en discute, il y a on amende le projet aussi, on dit bah non finalement l'Hypocaust, le four collectif, c'est une mauvaise idée, on abandonne, et on arrive aux différents choix techniques. Choix techniques qui sont douloureux parfois parce que la grande graine de ces villages qui sont magnifiques, qui sont construits en terre et en pierre dans ces montagnes, c'est le ciment. Le ciment qui arrive partout parce qu'on nous explique que le parpaing vaut 25 dirhams le mètre carré, ce qui veut dire à peu près 2,50 €. Je vous laisse imaginer la qualité du parpaing qu'on trouve là-bas. Et alors que le mur de pierre est de 250 dirhams par mètre carré. Alors, il y a un travail qui reste à faire, c'est de prouver le contraire. C'est que, en fait, d'abord, la pierre, quand elle est construite, elle est finie, alors que le parpaing, logiquement, il faut l'enduire. On ne compte pas non plus ni les raidisseurs, ni les linteaux, ni les tableaux, ni etc. D'une part, on ne parle pas non plus d'amortissement. Et là encore, c'est une question culturelle parce qu'on a beaucoup de mal à voir très loin, finalement, dans un univers assez précaire. Et enfin, on ne parle pas non plus du coût social que représente le parpaing. Parce que pour le parpaing, on ne le fabrique pas sur place, il faut aller l'acheter. Donc pour l'acheter, il faut de l'argent qui ne sont pas dans le village. Donc il faut aller descendre à la ville pour trouver un métier, sous-payé, mais c'est pas grave, on a de l'argent. Et avec cet argent, on achète des parpaings. Pendant tout ce temps-là, on doit se loger, donc on dépense de l'argent, on dépense l'argent qu'on gagne, donc finalement on n'en ramène pas beaucoup. Mais donc on est obligé de rester 2 fois plus longtemps à l'extérieur, absent du village. Et pendant tout ce temps-là, qui est-ce qui élève les enfants? Qui est-ce qui s'occupe de l'irrigation? Qui est-ce qui cultive les champs? Coût social très important. Le chantier a démarré et donc les villageois s'activent et installent les réseaux, commencent à monter. Alors il y a même des très jeunes qui y travaillent parce que c'est le système de la corvée. Donc les familles qui ont des enfants les envoient. C'est pas payé donc c'est pas interdit. Et donc le chantier monte et finalement ça ressemble à peu près à la maquette, à peu de choses près. Alors
les différents choix, il y a quand même un petit peu de béton qui est employé. Encore une fois, pour des questions de franchissement, hein, il n'y a pas de solution. Une salle de classe ne peut pas faire 3 mètres de large. Et c'est à peu près tout ce qu'on arrive à avoir comme bois emporté dans le coin. À moins de le faire venir de très loin, ce qui n'aurait pas de sens non plus. Donc la solution de la poutre alourdie a été adoptée pour couvrir les classes et en même temps réaliser un chaînage en partie haute, béton, qui permette de ceinturer tout ça. Les doubles murs ont donc été réalisés en adobe. Là, vous voyez ici un étudiant de l'école de Paris Val de Seine qui est venu avec un copain étudiant aussi, un archi, hein, mettre les pieds dans la boue pour réaliser des adobes. Bon, alors on s'est aperçu qu'on ne savait pas très bien faire, que quand on met des cailloux dans les adobes, ben, ça ne marche pas, ça se casse. Donc on a recommencé, on a fait beaucoup d'adobes et puis finalement on n'en a posé que la moitié parce que c'était toujours pas bonne. On s'est aperçu aussi que, comme les villageois devaient... Enfin, mais j'en parlerai tout à l'heure. Parce qu'on a dû aussi abandonner une partie des adobes. On verra pourquoi. Ce qui m'a beaucoup frappé aussi sur ce chantier, c'est qu'en tant qu'architecte français, on ne sait pas faire grand-chose. J'ai participé moi-même au chantier, hein, j'ai manié la pelle, la pioche et mis aussi les pieds dans la boue, mais on ne sait rien faire. On ne sait rien faire sur le chantier et c'est vraiment patent. Et là, j'ai beaucoup appris, ne serait-ce qu'en ingéniosité, en organisation du process du chantier. Vous voyez l'école ici, vous la reconnaissez dans le dessin du haut. Eh bien, il faut de l'eau pour réaliser la boue des adobes. Il y a l'oued qui passe pas très loin, alors plutôt que de ramener des seaux ou de se fatiguer, il n'y a pas d'eau courante non plus, il n'y a pas de robinet, eh bien on dévoie un peu l'oued et on fait une petite mare et qui est ici, là, et avec cette petite mare, on fait la terre au pied de l'endroit où on en a besoin. Pareil pour le ferraillage. On récupère dans la démolition qui était faite au-dessus les fers pour en faire les cerclages, là, les fers récupérés. On récupère aussi dans ces anciens fers, on en fait des tréteaux, parce qu'il n'y a pas de tréteaux non plus. Enfin, tout ça, ça paraît bête, mais il n'y a rien dans le village. Donc, tout est à inventer et tout s'invente et tout se fait sur le tas, avec une ingéniosité que j'ai trouvée assez remarquable. Les niveaux, il n'y a pas de niveau laser, hein, évidemment non plus, donc on utilise des choses vieilles comme le monde, comme le niveau AO, qui marche très bien. Mais il faut savoir l'utiliser. Au départ, effectivement, je ne savais pas l'utiliser. Il y avait des bulles partout, donc ça ne marchait pas. On recommence à faire aussi des dessins sur le sol. Là, c'était le dessin de décoration au-dessus de la porte. Et on met au point ça voilà, comme on faisait au Moyen-Âge, sur la terre. Et pour plier les fers, on plante des clous dans une planche et on la plie à la main. Et ça marche très bien. Pas besoin de plieuse automatique. Pour ce projet, pour financer les 9 000 €, on a fait appel à un financement participatif et on a donc lancé sur une plateforme un appel aux dons. Et il y a environ 80 donateurs qui sont manifestés et qui ont donné l'ensemble de la somme. Et pour les remercier, il y avait des petites contreparties. Alors on leur a envoyé une petite carte que vous voyez là en bas. On leur a gravé leur nom sur la porte. Et alors à chaque fois qu'il y en a qui vont là-bas, ils sont très contents. Et même qui font dans l'arme, ça arrive. Et certains sont venus à l'inauguration de l'école. Ce qui est aussi, ce qu'on a appris aussi, parce que c'est notre premier projet de développement, hein, on découvrait la chose, on a découvert vraiment la chose sur le tas. Il est possible de mettre les gens à contribution et les gens sont très heureux qu'on les mette à contribution. Les bonnes volontés sont partout. Ce qui manque souvent, c'est les occasions de les exercer. Et donc on a découpé plusieurs actions en petits projets et on a mobilisé les gens dessus et ça marche très bien. Là, on a un ami qui avait un 4x4 et qui dormait dans un parking en région parisienne. On lui a dit mais
il faut emmener des livres dans cette école maintenant, et il a emmené des livres en collaboration avec une maternelle, il a récolté les livres, il s'est occupé de tout le projet, il les a emmenés jusqu'à là-bas. Un jeune de 15 ans s'est dit, moi j'aimerais bien faire quelque chose, je lui ai dit, voilà, il faut que tu réunisses 700 €, et pour 700 € tu peux acheter un chauffe-eau solaire qui marche sans électricité, et, parce que l'hiver quand il fait froid, les enfants n'utilisant pas de papier toilette, l'eau chaude est bienvenue. Et donc il a réuni les 700 €, il est venu avec le 4x4 en question, et il a acheté son chauffe-eau, et il l'a posé. Et c'est lui qu'on voit ici, là. Même chose pour les livres. Et on a d'ailleurs d'autres projets, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés, autour de l'école aujourd'hui, au niveau de l'insertion. Il y a encore quelques bouts de maçonnerie à faire, un jardin à construire et à réaliser, à finaliser. En fait, parce que cette école est à l'entrée du village, donc c'est un peu l'entrée du village autour de l'école qu'on aimerait faire. Si on s'en intéresse certains, on cherche une équipe de 6 personnes. Pour pérenniser le poste de l'enseignante, il fallait trouver un financement. L'association a essayé de trouver des finances, n'a pas réussi. Elle a essayé d'imposer une taxe sur l'eau potable qu'elle venait d'installer dans le village, mais les sommes ne s'avéraient pas suffisantes et les parents d'élèves ne peuvent payer que 2 € par mois pour chaque élève, ce qui évidemment n'est pas suffisant pour payer un salaire, même si le salaire n'est que de 250 €. Donc il était décidé de réaliser un gîte touristique dans le village que vous voyez là monter. Alors on a récidivé avec les mêmes matériaux. La terre est issue du terrain, la pierre est issue de l'ouette qui est juste à côté, etc. On a recommencé et là le gîte a ouvert en mai. Mais bon, la première saison n'était pas tout à fait concluante. La prochaine permettra sans doute de réaliser les bénéfices qu'il faut pour payer le salaire de la prof et de son aide. Les 2 derniers slides, c'est les réussites. Une école qui fonctionne depuis 3 ans, une communauté de donateurs qui continue à soutenir l'école et qu'on a encore sollicité avant-hier pour cette dernière année, avant que le gîte soit rentable, des enfants qui apprennent et qui arrivent à l'école en parlant au moins un petit peu arabe, et puis des touristes qui s'y intéressent et qui viennent et qui se mobilisent aussi parfois de temps en temps par des dons pour faire fonctionner l'école et aider l'association villageoise. Les erreurs, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de travail manuel à faire et 9 000 € à fournir. Il y a un moment donné où ça posait des problèmes au niveau du village parce qu'il y avait trop de travail à fournir. Donc ils ont fini par se disputer. Il y en a qui disent toi tu as travaillé moins que moi, ou alors tu dois être payé par les Français. Bref, ils se sont disputés. Ils ont dit ok, on va essayer de rééquilibrer les choses. Et donc c'est pour ça qu'on a dû laisser tomber un peu d'adobe et qu'on a fait le doublage dans certaines classes avec des briques de terre cuite. Donc il faut faire attention effectivement à bien équilibrer les apports des deux parties. On a aussi senti qu'il y avait un manque de communication entre notre interlocuteur, l'association villageoise, et les villageois. On n'avait pas anticipé ce problème, mais il y a eu un moment donné où les villageois se sont dit l'association ne nous dit pas tout. Et donc, il y a un problème. Et on n'avait pas géré ça parce qu'on pensait qu'ils faisaient correctement leur communication. Il y a eu une perte de confiance et donc le projet a failli s'arrêter à cause de ça. Et puis aussi, on assiste à des vraies mutations sociales dans le village. Les gens ne veulent plus rester dans le village. Ils veulent aller travailler à la ville. Ils veulent gagner de l'argent, s'acheter des smartphones et des vêtements à la mode. Et donc, le village ne fait plus rêver. Et donc, on a l'esprit de collectivité sur lequel on s'est appuyé pour réaliser ce projet est fragilisé. Aujourd'hui, on est dans un équilibre un peu fragile. J'ai terminé. Merci Thibaut pour cet exemple d'une démarche d'association d'un village autour d'un projet scolaire, et puis aussi une démarche autour du patrimoine, puisqu'il y a aussi une histoire sur le site qui est extrêmement intéressante, et puis à nouveau la question des matériaux qui est aussi très présente. On passe la parole à Boubacar pour la dernière intervention de ce soir, qui va nous parler donc de projets
certainement un peu différent. Et la même chose, hein. Et ben voilà. Et ensuite, on prendra à nouveau quelques questions dans la salle.